La SCI, Société Civile Immobilière, l'arme d'investissement massive. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre chaîne AH Fiscalité et Finances dans laquelle on va s'intéresser à l'investissement immobilier et plus particulièrement à la Société Civile Immobilière pour les investisseurs qui souhaitent créer un patrimoine et ce de manière massive. Un investisseur sachant investir n'investit pas en nom propre, investit au travers de sociétés et notamment la Société Civile Immobilière. Mais avant de commencer, n'oublie pas de nous rejoindre sur nos différents réseaux, que ce soit notre canal Telegram, nous sommes plus de 3000 entrepreneurs dessus. Tu peux également nous rejoindre sur notre Discord et échanger avec notre communauté ou rejoindre des programmes entièrement gratuits. Tous les liens se trouvent dans la description. N'hésite pas à en profiter. En guise d'introduction de cette vidéo, si tu nous suis depuis un certain moment, tu sais qu'en parallèle de cette chaîne YouTube, nous animons un podcast, le podcast 10M pour 10 millions. Et le titre de notre deuxième podcast était « Tu ne t'enrichiras pas en immobilier avec le cash flow ». N'hésite pas à l'écouter si tu ne l'as pas déjà fait. Je te mettrai le lien dans la description. Et en partant de ce constat, en sachant que tu ne vas pas t'enrichir avec le cash flow, puisque 1 million d'euros empruntés à 10% de rendement te rapportera à peine un peu plus d'un RSA par mois, tu dois favoriser la stratégie d'investissement massive et oublier le cash flow, oublier le flux de trésorerie et te concentrer sur la création d'actifs. Il va falloir donc oublier l'investissement en nom propre, sauf si tu veux réellement t'investir. Si tu veux être un gagne petit, tu peux continuer à investir en nom propre, mais ne te considère pas comme investisseur. Ce ne sera pas tellement réaliste. En plus de cette vidéo, nous aurons un podcast entier sur DM dédié à l'aspect opérationnel de la SCI, à l'aspect bancaire de la SCI. N'hésite pas à t'abonner au podcast, ne pas le louper, tu auras du contenu complémentaire à cette vidéo. Nous irons plus en profondeur sur certains points avec notamment un expert immobilier. Par conséquent, pour investir massivement, il va falloir que tu maîtrises l'outil qu'est la SCI. Et quand je dis le maîtriser à la perfection, c'est connaître ses subtilités. Et quand je te parle de subtilité, je ne te parle pas de mettre 99% à une holding, toi 1% à titre personnel, de convention de trésorerie. Non, ça ne marche pas. C'est dans cette optique que sera créé le Real Estate Pro, le programme auquel tu peux te préinscrire dès maintenant, en suivant le lien qui se trouve dans la description et mis en avant dans les commentaires, dans lequel je ne vais pas t'apprendre à diviser un bien, je vais t'apprendre à multiplier ton patrimoine. Ça fait une bonne punchline marketing. Alors, rentrons dans le vif du sujet de la SCI et intéressons-nous principalement à l'aspect bankable de la SCI. La SCI, quoi qu'on dise, est un outil qui est maîtrisé par le banquier. C'est une société de personnes à responsabilité illimitée, par opposition aux sociétés à responsabilité limitée que sont la SAS, la SASU, d'où le fait que tu puisses investir plus facilement avec une SCI. Certaines banques vont pouvoir se montrer un peu plus frileuse que d'autres avec cet outil, notamment lorsque la SCI aura opté à l'IS, à l'opacité fiscale. Comme par exemple, j'ai les retours dans le sud-ouest d'investisseurs qui disent que la Société Générale n'aime pas les SCI à l'IS. Et ce n'est pas le seul retour. Mais en soi, retiens une chose. D'un point de vue bancaire, la SCI est un outil courant, est un outil maîtrisé, très peu complexe, ne demandant pas de grosses compétences aux banquiers pour en comprendre l'intérêt ainsi que l'utilité. Et en parlant de l'aspect bankable, on est toujours obligé de parler du banquier parce que toute stratégie immobilière va s'appuyer sur sa compétence et sur sa capacité à lever des fonds. Concernant l'aspect bankable de la SCI, j'aime bien le considérer sous deux triangle. Je n'avais fait la démonstration lors de notre mastermind, c'est applicable également en financement d'entreprise, mais pour faire simple, plus la complexité de ta structure va être élevée, plus la compétence de ton banquier va l'être aussi. Lorsque tu vas vouloir utiliser des holdings et que tu vas avoir un employé de banque, un simple banquier, il ne saura pas faire, donc il ne fera pas. C'est aussi simple. C'est deux triangles qui sont opposés. Lorsque tu veux investir au travers d'employés de banque, pour ne pas dire banquier, il s'affaire du nom propre et de la SCI. Dès que tu vas vouloir mettre des sociétés à responsabilité limitée ou des sociétés holding, tu vas avoir besoin d'un banquier plus compétent, d'un banquier professionnel.
Et quand tu vas vouloir aller à l'international sur des dossiers d'une extrême complexité, il va falloir avoir une énorme compétence de ton banquier et de la banque. Tu vas passer notamment par ce que j'appelle des boutiques banques qui sont spécialisées sur les opérations complexes. Ça existe et elles sont disponibles. Tu peux y aller, il faut les connaître, il faut travailler la relation avec eux dès le départ. Et ils vont être capables de te structurer des deals à l'étranger. Tout le temps, retenir ça. Si tu veux aller voir un banquier, il faut que ce soit le plus simple. Complexité et compétence, c'est les deux termes que tu dois retenir. La SCI, elle est connue par les employés de banque. Les employés de banque, c'est ton conseiller clientèle. Cela va être relativement facile d'obtenir un financement, puisqu'ils en ont l'habitude. Après, il va falloir mettre en place des stratégies de storytelling. Le storytelling est une partie très importante dans la maîtrise bancaire, autant d'un point de vue investisseur immobilier que d'un point de vue corporate, c'est-à-dire pour tes sociétés. C'est une partie entière du mastermind bankable pour maximiser cela. Donc, tu dois absolument mettre une histoire crédible. Mais en soi, cela revient quasiment, et je dis bien quasiment, c'est pas comme dire ça revient comme investir en nom propre. Dès que tu vas rajouter une société, une holding, ça fait rêver les holdings. Tout le monde te parle en immobilier, mettez la holding. Il y en a marre à force. Tu vas perdre ton employé de banque. C'est-à-dire que ton employé de banque, celui qui gère tes comptes, il ne sait pas ce que c'est une holding. Il ne comprend pas l'intérêt d'une holding. Il ne regarde pas, il n'a pas acheté de formation immobilière lui parlant de l'attrait de la holding. Donc, lorsqu'il ne connaît pas, il est mal à l'aise. Et lorsque tu es mal à l'aise avec une holding et que ça lui fait une complexité supplémentaire, en réalité, tu ne vas pas obtenir ton financement. Pour preuve, regarde la vidéo La holding l'incomprise, tu regardes les commentaires, il y a des retours d'expérience de gens du terrain sur les problématiques bancaires. La personne est allée dans une banque avec un montage holding plus SCI, 9 refus bancaires. Aussi simplement que ça. Donc tu rajoutes de la complexité, qui dit complexité, dit que tu vas rajouter de la difficulté à obtenir ton financement. Lorsque tu vas comprendre ton employé de banque, lorsque tu vas comprendre ton partenaire bancaire, ton conseiller clientèle, celui qui gère tes comptes, il a aux alentours de 200 clients. Et ce chiffre a augmenté notamment avec la centralisation des agences bancaires. Tu penses qu'il va préférer quoi? Et n'hésite pas à me répondre dans les commentaires. Est-ce que tu penses qu'il va préférer prêter à ton employé en CDI, qui va toucher 2 500 € de salaire par mois, et que si tu vires, va toucher le chômage et va facilement retrouver un travail payé le même montant en sortant? Ou est-ce que tu penses qu'il va préférer prêter à quelqu'un qui ne se paye qu'en dividendes, en se payant qu'en dividendes, c'est-à-dire que tes dividendes dépendent des résultats de ta société et que donc tu n'as pas le droit au chômage en cas de problème? Il va devoir comprendre ton business pour s'assurer que ton business est viable dans l'avenir. Il va être poussé à essayer de comprendre les perspectives de ton business, aller voir les bilans de ta boîte. Donc déjà, tu vas avoir un historique à produire sur une plus longue durée. Comprendre les chiffres de ta boîte, étudier les chiffres de ta holding si tu as une holding, essayer de comprendre pourquoi tu fais détenir ton business par une holding et comprendre l'ensemble des difficultés. Il a plus de 200 clients. Aujourd'hui, je pense qu'on est plus proche du double que de 200 en réalité. Est-ce que toi, en tant qu'entrepreneur, c'est une chaîne d'entrepreneurs, tu préfères passer 5 heures à faire une vente de 1 000 € ou tu préfères passer 5 minutes à faire une vente de 1 000 €? Surtout quand tu as 190 clients qui vont te prendre 5 minutes et 10 clients qui vont te prendre 5 heures. Tu vas te concentrer sur les 190 clients qui vont te prendre 5 minutes. Parce qu'en réalité, les 5 heures que tu vas passer avec les autres clients vont te rapporter autant. Et ton banquier, qui te prête à toi ou à ton employé, c'est pareil pour lui, au niveau de ses objectifs. C'est exactement pareil. Il va préférer refuser de t'octroyer un crédit, ne même pas l'étudier, que perdre du temps qu'il pourrait consacrer aux mêmes résultats avec des personnes avec des profils simples qui comprennent et qui sont bankable. C'est une question très simple, c'est une question de bon sens. Les gens en matière bancaire manquent cruellement de bon sens. Est-ce que tu penses que ton banquier va préférer t'octroyer un crédit ou octroyer un crédit à quelqu'un qui le comprend? C'est là
que les banquiers plus haut de gamme, mais pour travailler des banquiers plus haut de gamme, il faut travailler sa relation bancaire. On n'arrive pas dans une banque en disant c'est qui le plus malin, je veux ouvrir un compte avec eux. Un banquier plus haut de gamme est donc plus compétent. Rappelle-toi les 2 pyramides qu'on a mis au début de cette vidéo. Ça peut être par exemple un conseiller entreprise, par exemple. Il va avoir un intérêt à étudier ton dossier. Déjà parce qu'il est plus familier avec le business. Il va plus comprendre ton business. S'il te suit depuis un certain temps, ça va être plus facile pour lui. Mais surtout, il va avoir plus d'intérêt à te prêter car en réalité, tu as plus de choses à lui donner. Il va pouvoir te mettre notamment des prestations complémentaires sur ton business, que ce soit des assurances, des services bancaires, et donc avoir plus de primes. Donc passer plus de temps avec toi va lui rapporter plus. Et il a également beaucoup moins de clients à gérer. Un banquier entreprise, à l'époque où je travaillais à la Société Générale, c'était sur un pôle, c'était pas sur le pôle région, mais c'était sur un gros pôle local. Les banquiers entreprises traitaient entre 60 et 80 relations d'affaires chacun. Donc, il a plus de temps et il a plus d'intérêt financier. C'est assez facile à comprendre. L'avantage de la SCI, pour revenir à nos moutons et revenir au sujet de cette vidéo, ne jamais faire de la défiscalisation en immobilier. C'est le discours de tous les infopreneurs immobiliers 2.0 en matière d'investissement immobilier. Ils te parlent tous, il ne faut jamais faire de la défiscalisation et je suis persuadé que toi, en tant qu'entrepreneur, tu sais qu'il ne faut jamais aller sur un projet de défiscalisation en immobilier puisque tu vas perdre à la revente le prix que tu auras économisé avec les impôts. Donc, tu sais que y aller avec le biais fiscal, c'est une assurance de perdre de l'argent. Mais tous ces entrepreneurs, tous ces infopreneurs, ils te vendent la niche fiscale du LMNP, LMP. Cela me fait penser clairement à cet extrait de film quand je les entends. N'hésite pas à me mettre dans les commentaires si tu chopes la référence. Allô, passez-moi la brochant, s'il vous plaît, de la part de Jean Cordier. Pierre, j'en tiens un. Comment est-il? Un champion du monde. Si tu as un biais fiscal et si tu raisonnes fiscalité, tu vas faire les mauvais choix, tu vas te concentrer à réduire ta fiscalité et au détriment de la création d'un patrimoine. Et tu vas avoir une stratégie de gagne petit en réalité. La SCI, de surcroît, lorsqu'elle va être à l'IS, elle va avoir une fiscalité plus haute. Mais le but n'étant pas de vivre de l'immobilier, car tu gagnes plus d'argent avec le remboursement du crédit qu'avec le cash flow. Donc, il est nécessaire d'investir massivement. Cette fiscalité, elle va te permettre notamment d'avoir une stabilité et surtout une visibilité. Si je te pose la question, à ton avis, qu'est-ce que sera le statut LMNP? Est-ce qu'il existera toujours dans 20 ans? Tu vas me répondre à très juste titre, à mon avis, non. Donc, création d'actifs et développement du business, il faut également raisonner dans un sens opposé. On voit la création d'un actif immobilier au travers de son business. On se sert des flux de trésorerie de notre business pour financer un investissement immobilier. Mais quid de penser en sens inverse? En investissant massivement dans l'immobilier, qu'est-ce que tu vas avoir? Tu vas avoir de l'actif. Cet actif, il va être détenu par des SCI. Tu vas pouvoir t'en servir également comme collatéral pour développer ton business. Envie de développer ton business en rachetant un concurrent notamment, pour aller encore plus vite dans le développement. C'est plus facile de leverager des actifs quand tu as des actifs que lorsque tu n'en as pas. Et si demain tu veux faire financer une acquisition, tu as de quoi mettre sur la table, de quoi rassurer les partenaires financiers. Les riches ne se versent pas de rémunération, ils mettent leurs actifs en collatéral et utilisent de la dette. Même Kiyosaki, qui dit beaucoup de conneries, dit ça à juste titre. Et en faisant cela, tu te sers de l'immobilier pour acheter des actifs qui vont avoir un sacré retour sur investissement, qui te rapporteront plus que vivre de l'immobilier. Donc, toujours raisonner création d'actifs de manière massive pour ensuite s'en servir comme avantage. Mais, il y a toujours un mais, c'est pas marketing, c'est pas du storytelling. Il va falloir mettre en place une stratégie en plusieurs points et cette stratégie, elle doit s'articuler autour de choses très simples. Travailler son profil emprunteur pour emprunter plus rapidement, même quand nous sommes entrepreneurs.
Un entrepreneur comprend bien cette chose. Un entrepreneur n'est pas un avantage d'un point de vue bancaire, notamment lorsque tu commences. Notamment, on va te demander 3 ans de bilan. Tu vas perdre du temps. Donc, il est nécessaire de travailler son profil emprunteur et ne pas apparaître comme un entrepreneur. Ça nécessite quelques techniques qui sont relativement simples à mettre en place, mais il faut en tenir compte. Travailler ces outils et les maîtriser pour s'assurer de lever du financement. Et du financement en masse, comme le dit Gad Elmaleh dans la parodie de Gagner des millions. Et il va falloir également travailler sa relation bancaire. Tu dois te concentrer sur ces 3 points. Tu ne dois pas te concentrer à comment j'ai payé peu d'impôts sur mes investissements immobiliers. Fais ça, ça sera une garantie d'échec et de gagne petit. Il n'est de si bonne compagnie qui ne se quitte, donc il va être temps pour moi de conclure sur cette vidéo. Le biais fiscal, la recherche de la niche fiscale, ça revient à faire de la défiscalisation 2.0. Donc, si tu détestes la défiscalisation et si tu penses comme moi que la défiscalisation, c'est le meilleur moyen de s'appauvrir en immobilier, va dans les niches fiscales, va faire ta stratégie de gagne petit, va te dire « ouais, je ne vais pas payer d'impôts avec ce statut-là ». Très bien. Fais cette stratégie, mais ne te présente pas comme un investisseur. Il suffit de regarder le titre des mails des influenceurs immobiliers pour comprendre ce qui semble le plus important aujourd'hui. Et je vais te prendre un exemple tout simple. Je suis allé dans ma boîte mail, j'ai tapé immobilier impôt et juste aujourd'hui et hier, voilà les 2 mails que j'avais. Objectif libre et indépendant jusqu'à 40 fois moins d'impôts. Le secret du top 1% d'immobilier. Oui. Quentin Sellerier crée une SCI à l'IS pour ne pas payer d'impôts. Bon, on reviendra sur cette personne très intéressante. Mais voilà, impôt immobilier. On ne cherche qu'une chose, c'est de ne pas payer d'impôts. Tu veux, et c'est sûr, avec ce genre de stratégie, on ne risque pas de payer beaucoup d'impôts car tu ne feras pas grand-chose. Tu veux payer 10 fois moins d'impôts en immobilier? C'est ultra simple. Investis 10 fois plus. Je te souhaite une bonne journée, je te souhaite une bonne soirée. N'hésite pas à mettre tes questions dans les commentaires pour ceux qui voudront aller plus loin et pas avoir une stratégie de gain petit. N'hésitez pas à rejoindre Real Estate Pro, à vous préinscrire et n'hésitez pas à nous suivre sur le podcast DM, le podcast des entrepreneurs qui voient grand. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.